voudrais vous présenter Francis Huysmans. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous sommes tous des Grecs. Nous sommes des Grecs parce que ce qui se passe là-bas, ce nouveau tiers-monde, c'est en quelque sorte notre futur si nous n'y prenons garde. Je pourrais bien entendu citer des chiffres, de nombreux chiffres, mais je pense qu'il suffira de dire ceci. Aujourd'hui, à Athènes, on estime à 25 000 le nombre de personnes qui vivent dans la rue et qui sont obligées de faire les poubelles pour survivre. De même, entre 2009 et 2011, il y a eu exactement un accroissement de 40% du taux de suicide. Et donc cela, c'est la réalité. Comment a-t-on pu en arriver là? C'est une longue histoire. Et cette longue histoire remonte au début de l'euro. À ce moment, vous le savez, il y avait un critère, les critères de Maastricht, qui consistait notamment à ce que la dette publique d'un État ne puisse dépasser 60% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire de la somme des revenus distribués pendant une année. Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la Grèce ne répondait pas à ce critère. Une certaine banque, une pieuvre, Goldman Sachs, a tout simplement maquillé les chiffres. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que, en définitive, Nouvelle Démocratie et PASOK, depuis la chute des colonels en 1977, ont alterné au gouvernement et se sont réservés un certain nombre de prébendes. Également, ils ont cédé plus qu'il ne faut au clientélisme. Et il s'en est suivi ce qu'il s'ensuit dans ces cas-là, c'est-à-dire en définitive une certaine forme de corruption. Et je vais vous parler de Onassis, ce richissime armateur qui, comme vous le savez, a convolé en secondes noces avec Jackie Kennedy. Et cet armateur richissime a eu ce mot qui, dans son cynisme, résume bien la situation. Ne jamais faire confiance à une personne qui refuse un pot de vin. C'est révélateur. Mais surtout, évidemment, ce qui est intervenu, c'est la crise économique et financière de 2008. Alors, face à cette crise dans tous les pays, le gouvernement s'est bien dépensé parce qu'il fallait éviter une stagnation généralisée, il fallait éviter de plonger dans la récession durablement. Et évidemment, qui dit dépenses accrues de l'État, dit aussi creusement du déficit public. Et s'il y a déficit, bien entendu, c'est que les dépenses sont supérieures aux recettes. Alors, comment doit-on résorber le déficit? Eh bien là, globalement, vous avez deux possibilités. Soit on est de gauche, mais je parle de la vraie gauche, de celle qui transforme effectivement. Et dans ce cas-là, pour remettre en quelque sorte l'économie sur les rails, on a deux possibilités. D'une part, on relance l'économie parce que davantage de revenus, c'est davantage de recettes pour l'État. Et d'autre part aussi, on va chercher ces recettes là où on peut les trouver, c'est-à-dire en définitive dans les hauts revenus. Alors, pour la droite, c'est exactement le contraire. Pour ce qui concerne la droite, on coupe dans les dépenses. Et donc, quand elle augmente l'impôt, ça arrive parfois, cette droite augmente ce type d'impôt indirect, comme la TVA, qui en définitive touche tout le monde, indifféremment qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et c'est exactement cette politique-là de droite que le PASOK a appliquée. Cornaqué, bien entendu, par la Troïka, dont on a déjà parlé. Et le résultat, c'est une politique d'austérité absolument sans précédent. On a pris à la gorge une population pour un résultat qui n'est pas seulement nul, mais qui est complètement négatif. Retenez ce chiffre. Le rapport dette-produit intérieur était de 129% en 2009. 2 ans plus tard, en 2011,
il est passé à 165%. Donc cette austérité terrible, eh bien manifestement, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Et ici, je voudrais vous parler d'un poète, Achille Chavée, poète surréaliste qui a vécu la plupart du temps à la Louvière. Il s'est engagé dans les brigades internationales en Espagne, il a fait la résistance, et en 1961, il s'est affilié au mouvement populaire wallon d'André Renard. Et Achille Chavée, qui est mort en 1969, a eu cette phrase: « On fait de terribles économies au profit du néant. » Eh bien, ce qui s'est passé en Grèce, c'est exactement cela. Des économies terribles, terrifiantes. Pourquoi? Pour rien du tout. Et pourtant, c'est cette voie-là, sans issue, dans laquelle s'est engagé le gouvernement Di Rupo Ier. Espérons bien qu'il n'y en aura pas deux, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai qu'il a fallu du temps pour qu'il se forme, ce gouvernement. 541 jours. Et vous savez tous pourquoi? Parce que, au nord du pays, il y a un parti dominant qui est la NVA. Ce parti est un parti nationaliste, bien sûr, mais c'est aussi un parti qui est sur une ligne d'austérité forcenée. Et ce n'est pas un hasard si son dirigeant de Weaver se retrouve avec Cameron, le Premier ministre anglais. En définitive, qui s'aime, s'assemble. Mais c'est aussi un parti séparatiste. Et de ce point de vue, rien ne le distingue du Vlaams Belang. Soit dit en passant, si ces deux partis en 2014 avaient la majorité en Flandre, eh bien ils imposeraient leurs conditions. Mais je peux déjà vous dire que ni le mouvement de gauche, ni la Wallonie, ni Bruxelles ne lâcheront quoi que ce soit. J'en viens maintenant à la politique du gouvernement Papillon. En résumé, que du mauvais, que de l'austérité. Je ne vais pas en faire la démonstration point par point, ce serait aussi ennuyeux qu'un discours de Thierry Gillet, le fantomatique président du PS, le spectre qui hante les allées du pouvoir, c'est-à-dire du 16 rue de la Loi, la voix de son maître. Je me limiterai à un seul point, les pensions. Vous savez la manière dont M. Q, comme on l'appelle, Van Quickenborn, au VND, a fait passer son projet de réforme sans concertation aucune à la USAR et au pas de charge. Et que trouve-t-on dans ce qui a finalement été imposé? Eh bien, pour la pension anticipée, l'âge minimum passe de 60 ans aujourd'hui à 62 ans en 2016. Pour la durée de carrière, on vient de 35 ans et on passera à nouveau en 2016 à 40 ans. C'est loin d'être terminé, cette histoire des pensions, parce que pas plus tard que le jeudi 31 mai, la Commission européenne a remis une note comportant 7 recommandations pour la Belgique. Une de ces recommandations, c'est évidemment de revoir le système d'indexation. J'y reviendrai. Et une autre, on trouve une petite phrase, innocente apparemment. Il s'agit de lier l'âge légal de la pension à l'espérance de vie. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Actuellement, l'âge légal de la pension, il est de 65 ans, et on nous dit, puisque vous vivrez plus vieux, vous pouvez travailler plus vieux aussi. Donc la recommandation est claire, il s'agit de retarder l'âge légal de la pension. Et donc cette politique, qui est en fait une politique comme celle qui est menée en Grèce, même si ceux qui l'appliquent ont, disons, des relations un peu différentes. Mais comme en Grèce aussi, cette politique-là qui est détestable se solde par certains chiffres. Je crois que Patrick, tout au début, nous a donné un. Après l'enquête du soir de Solidaris, 57% de ceux qui ont été sondés estiment avoir besoin d'un encadrement psychologique. Et 8% ont déjà pensé à se suicider. Cette politique-là d'austérité
elle échouera, bien évidemment, si nous savons nous y faire. Il appartient à la nouvelle gauche, il appartient au mouvement de gauche de relever le défi et de proposer une alternative. La nouvelle gauche, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord un passé, parce que ce passé, nous en sommes fiers. C'est ici, en Wallonie, et aussi un peu en Flandre, à Gand, qu'est née cette grande aventure des temps modernes, c'est-à-dire la révolution industrielle, immédiatement après l'Angleterre. C'est aussi de Fuisseau et son catéchisme du peuple et son parti socialiste républicain. La République, ça n'est pas négligeable. C'est aussi Van der Velde. Et plus près de nous, c'est un syndicaliste tel qu'André Renard. Un syndicaliste qui, en pleine grève du million, n'a pas hésité à fixer un débouché politique. Et c'est de ces syndicalistes-là, en définitive, qu'on aimerait voir davantage aujourd'hui. Mais, la nouvelle gauche, c'est aussi comprendre les échecs du passé. Les échecs du passé, notamment ceux jumeaux d'une social-démocratie qui aujourd'hui fait la politique de la droite, la politique néolibérale, et c'est aussi concomitamment l'échec d'un système communiste à la soviétique qui a montré non seulement son inefficacité, mais aussi le fait que c'était purement et simplement une dictature. Ce qui nous différencie, nous, le mouvement de gauche, de la vieille gauche usée jusqu'à la corde, c'est que nous avons un programme, une alternative sur le plan économique qui tient en 3 points. Et si vous voulez bien, j'appellerai ça des perles. Premier point, nous sommes aujourd'hui à l'étape ou à l'époque du capitalisme financier. Nous ne sommes plus au temps de Marx, un capitalisme de petites unités. Nous ne sommes plus non plus simplement un capitalisme de monopole. Nous avons affaire à un capitalisme où la banque et l'industrie sont aujourd'hui étroitement liées. Et donc, nous disons que face au cataclysme qui s'approche, parce que tout le monde sait qu'il existe aujourd'hui un risque qu'on appelle systémique, et ce risque systémique, c'est purement et simplement l'effondrement de l'ensemble du système financier international. Eh bien, face à ça, nous disons qu'il faut séparer nettement et totalement l'activité de dépôt de l'activité de prêt des banques. Deuxième point, c'est la réforme de la fiscalité. Faut-il encore faire le procès de cette fiscalité totalement injuste pour les personnes? Faut-il faire le procès des intérêts notionnels? Faut-il faire le procès de cet impôt sur les sociétés qui, en définitive, ne touche pas ou très peu les sociétés? Alors il faut dire que pour ce qui nous concerne, le mouvement de gauche, oui, il est absolument inacceptable qu'on ait d'abord réduit les taux de taxation en les faisant passer de 55 à 50%. Mais que nous, ce que nous disons, c'est qu'au contraire, il faut relever le taux marginal, comme on dit, de taxation pour les hauts revenus, pour en arriver au moins jusqu'à 75%. Et troisième point, j'y reviens. On met en cause l'indexation, mais l'indexation, nous, c'est le contraire. Nous voulons la généraliser à tous les types de contrats. Pas simplement défendre bec et ongle ce qu'il faut faire, l'indexation telle qu'elle existe, mais ajouter l'indexation des loyers, ajouter l'indexation des titres de la dette publique aussi, ce qui, soit dit en passant, permettrait de payer moins cher en termes de taux d'intérêt. Et donc, le mouvement de gauche, ce n'est pas simplement la défense de l'indexation, c'est la lutte, la bataille pour généraliser cette indexation. Conclusion, il y a donc une alternative. Et c'est celle que porte la nouvelle gauche, le mouvement de gauche. Mais ces éléments d'alternative que je viens de décrire brièvement, eh bien, ils n'ont sens, ils ne font sens que s'ils s'inscrivent dans la révolution citoyenne que nous appelons de nos voeux.
Et il me souvient une phrase qui se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la belle Constitution, celle de 1792, la Constitution jacobine, où il dit ceci: quand le gouvernement viole les droits du peuple, alors le soulèvement citoyen est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous ferons notre devoir. Place au peuple de Wallonie et de Bruxelles, place au peuple de Flandre, place à tous les peuples du monde, place aussi à la nouvelle gauche. Oui, le monde peut changer de base. Avec les canuts, nous tissons le linceul du vieux monde pour ouvrir les portes d'un monde nouveau où ces richesses essentielles que sont l'amitié, la fraternité et l'amour ne seront plus noyées dans les eaux froides du paiement à crédit.